Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci à tous d'être avec nous pour suivre cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Pour restituer de sa mission d'une semaine auprès des institutions de la RDC, Mauricio Villafuerte, conseiller au département Afrique du FMI, a rencontré le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président de la RDC et la délégation du FMI ont pris la balle au bond pour aussi examiner les défis pour la mise en œuvre du plan économique du gouvernement congolais. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a mis le cap sur Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, sa province d'origine. Ce après le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et les Maniema. À Lissala, elle a eu droit à un accueil délirant de la part d'une nombreuse foule en liesse. C'était la première fois que Janine Mabunda foulait le sol de sa province d'origine en qualité de la deuxième personnalité du pays. Enfin, lancement de l'atelier national de validation du document de politique de stratégies industrielles de la RDC au fleuve Congo Hôtel. C'est là que Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a présidé les assises quant à ce. Le patron de l'industrie congolaise a fait savoir que les travaux aboutiront à mettre en place une politique industrielle nationale. Le conseiller au département Afrique du Fonds monétaire international a fini sa mission auprès des institutions de la République démocratique du Congo. Mauricio Villafuerte est allé dire au revoir au chef de l'État et lui faire un briefing des défis à mettre en œuvre sur le plan économique en vue du développement de la RDC. Ils ont convenu d'insister sur l'augmentation des recettes et la discipline budgétaire. Citer les pays pour examiner la situation économique et la performance de mise en œuvre du programme de référence approuvé pour notre administration le décembre dernier. Et pendant la réunion, nous avons discuté les défis pour mettre en œuvre le plan économique du gouvernement. Et les discussions étaient focalisées sur comment augmenter les recettes pour faire face aux besoins de développement et en même temps comment maintenir la discipline budgétaire en termes de maîtriser les dépenses. Vous savez, il y a un programme de référence qui comprend le plan économique du gouvernement. Alors, toutes les discussions se déroulent dans ce contexte. Nous sommes prêts pour donner des conseils de politique et en même temps de donner d'assistance technique pour affiner les politiques et identifier comment augmenter les recettes de l'État. Le haut fonctionnaire du FMI s'est fait accompagner auprès du chef de l'État par Philippe Egoumé, représentant résident du FMI en RDC. Après les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Lituri et du Maniema, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a mis le cap sur la province de la Mongala. Et ce, par la ville de Lissala, chef-lieu de cette province, que la speaker de la Chambre basse est entrée dans Mongala mercredi 26 février 2020. Elle a eu droit à un accueil délirant de la part de la foule en lice. Janine Mabunda a foulé par la première fois le sol de sa province d'origine en sa qualité de présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été accueillie par le gouverneur de la province de la Mongala, Crispin Malengo, ainsi que par tout le corps du comité provincial de sécurité. Comprenez mon émotion. Toye lelo na mabele na biso. La Mongala na ba territoire misato. Un motif de satisfaction pour la population de ces coins du pays qui s'est dit contente de voir leur fille et mère être la deuxième personnalité de la RDC.
Les experts du ministère de l'Industrie venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et ceux de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI sont en atelier à Kinshasa. Atelier focalisé sur la validation des documents de la politique et des stratégies industrielles en République démocratique du Congo. L'égo de ces travaux de 3 jours a été donné par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, le document de la politique et des stratégies industrielles se présente dès lors comme l'élément déclencheur de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le secteur industriel. Dans son discours, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahungia, a signifié que désormais la République démocratique du Congo sera dotée de sa politique nationale industrielle. Depuis son indépendance, car le développement de la RDC passera par son industrialisation. L'industrie qui doit être un facteur de stabilité, de paix et de création de richesses et emplois, a-t-il martelé. La politique industrielle, contenue dans les documents de la politique et des stratégies industrielles, a pour vision de doter les pays d'un tissu industriel dynamique, compétitif, responsable en matière d'environnement et de développement durable, fondé sur l'élargissement de la chaîne des valeurs pour plus d'emplois décents en vue de contribuer à l'éclosion d'une économie diversifiée et compétitive. À cette occasion, le président du comité national industriel de la FEC, Lenny Ilondo, a appelé le gouvernement congolais à faire le suivi et évaluation des recommandations qui seront adoptées par cet atelier tout en insistant sur la promotion de l'innovation et de l'invention. Même son de cloche du côté de l'ONUDI qui promet soutenir le gouvernement congolais dans la promotion industrielle. Signalons que les membres du gouvernement concernés par ce secteur ont été présents à la cérémonie inaugurale. Sous tutelle du ministère du Genre, Famille et Enfants, le bureau genre de la MONUSCO s'organise en vue d'une collaboration périodique avec son autorité hiérarchique, Béatrice Lomé-Atilité, ministre d'État. La délégation conduite par M. Kofi Sodjinoli de la MONUSCO a présenté à la patronne du genre les objectifs de ce bureau afin de faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. La ministre d'État a salué la démarche en rassurant ses interlocuteurs de la disponibilité de son ministère pour cette collaboration fructueuse. En cette période où la République démocratique du Congo vibre au rythme des préparatifs du mois de mars, mois dédié à la femme, Béatrice Lomé-Atilité a invité le bureau à s'impliquer dans la vulgarisation des thèmes choisis pour le mois de mars, à savoir, sur le plan international, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Et adapté au contexte national, il s'agit de Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits de femmes. Béatrice Lomé-Atilité a également évoqué les 12 domaines critiques de Beijing qui seront débattus à la 64e session de la condition des femmes à New York. Le 20e anniversaire de la 1325 et le 25e anniversaire de la déclaration des Beijing ont également été au menu des entretiens entre la ministre d'État Béatrice Lomé-Atilité et la délégation du bureau genre de la MONUSCO. À peine arrivé à Kalébi, ce jeudi 6 février 2020, le ministre des Finances, Sele Yalagouli, accompagné des directeurs généraux de régie financière, entre autres ceux de la DGDA, la Direction générale des douanes et axes, la DGRAD et la DGI, a échangé avec le gouverneur de province Zoé Kabila. Ont également été conviés à cette séance les vice-gouverneurs de province, le ministre provincial des Finances et le directeur de cabinet du gouverneur de province. C'était pour d'abord voir la collaboration entre les services mobilisateurs de recettes qui sont placés sous la coupe du gouvernement central avec les niveaux de province, mais également voir les niveaux de difficultés auxquels font face les provinces. Il ne faut pas se les cacher, vous savez, les provinces ont accusé un certain nombre de retards en ce qui concerne les rétrocessions, donc il fallait savoir quelles en sont les conséquences au niveau de la gestion des entités territoriales décentralisées. Quelques heures après son arrivée à Kalébi, une séance a mis autour d'une table le ministre des Finances et les représentants locaux de régie financière. C'était à l'hôtel Cham. L'objectif était d'inviter les régies financières à mobiliser davantage les recettes publiques. Ce vendredi, le ministre des Finances, accompagné du gouverneur de province Zoé Kabila, a entrepris une série de visites à Kalémi. À l'Assemblée provinciale, l'argentier national a visité la salle des plénières modernes construite sous le leadership du gouverneur de province Zoé Kabila.
Kabila, c'est là quelques mois seulement après son élection à la tête de la province du Tanganyika. Le gouvernement de province, en pleine réhabilitation sur initiative du gouverneur de province Zoé Kabila, a également retenu l'attention du ministre des Finances qui a visité tous les locaux à partir du rez-de-chaussée jusqu'au premier niveau. Cette visite s'est poursuivie au port public de Kalemi où se font les transactions économiques entre la province du Tanganyika et celle du Sud Kivu et aussi avec d'autres pays voisins de la République démocratique du Congo, notamment la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. L'hôpital Espoir, construit sur initiative du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été également visité par le ministre des Finances. Il s'agit d'une architecture moderne construite selon les normes du standard international. Le ministre des Finances se félicite du dynamisme de l'autorité provinciale, celle de transformer et développer la province du Tanganyika. L'impression elle est extrêmement positive de voir le dynamisme, en tout cas du gouvernement provincial, mais aussi la cohérence qui existe entre, d'un côté, le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, parce que la base de tout développement d'un territoire, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de province, c'est la stabilité institutionnelle. Et donc je peux dire que je suis vraiment très impressionné par avoir le dynamisme non seulement des autorités au niveau politique, mais également de la population, en tout cas qui est très mobilisée pour le développement de cette province. Non, si c'est un échec, ce n'est pas l'échec de la RDC. Si la situation en RDC change au motif qu'il y a une pandémie internationale, puisque bon, l'OMS est en train de suivre ça, les Covid-19, comme aujourd'hui l'OMS a convenu de l'appeler, c'est une situation particulière qui frappe un certain nombre de pays, commençant par la Chine et d'autres pays. Bon, maintenant, est-ce que ça va nous arriver ici? Je n'en sais rien pour l'instant. En tout cas, toutes les mesures ont été prises au niveau africain, au niveau RDC. On en a discuté au Conseil des ministres, on a pris des dispositions par rapport à ça, de sorte à ce qu'on puisse, les cas échéants, affronter la situation. On a eu chez nous l'Ebola, le prof Mouyembe, qui est un prof local RDC, produit RDC, a combattu, a mis en place un mécanisme qui a aujourd'hui résolu le problème. Bon, maintenant, le Covid-19, c'est tout à fait autre chose, c'est une souche étrangère et qui doit être combattue quasiment presque de la même façon que les dispositifs qui avaient été pris en rapport avec les virus Ebola. Bon, dire un échec, je répète, partant du principe qu'il y a cette maladie qui ne vient pas de chez nous, qui n'est pas de notre fête, ce n'est pas un échec RDC. Ça serait un problème international, global. On doit faire face tous ensemble. Il s'agit de la vie de la planète. Il ne s'agit pas de la RDC seulement. Mais non, ça se passe dans une zone qui n'est pas la nôtre. Mais en même temps, nous sommes en alerte permanente pour regarder ce qui va se suivre. Donc, on fera la part des choses entre la nécessité de tenir les jeux et les conditions viables pour le faire ou pas. Parce qu'il y a des pays où on dira, écoutez, ne nous envoyez pas les gens parce que vous êtes déjà frappés par ça. Donc, voyez-vous, on n'est pas encore là. Attendons l'évolution, on verra. Il paraît qu'il y a des mesures qui sont prises ici et là. En tout cas, au niveau de la RDC, nous avons pris des mesures, des protections, des quarantaines et tout ça, et l'accès au pays de ceux qui doivent arriver des zones où qui sont infectés. Bon, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises à ce niveau-là. Nous sommes en alerte. Lancement officiel du programme Excellencia, effectif depuis samedi 22 février par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi au nouveau musée national à Kinshasa. Au total, 114 lauréats ayant réalisé des résultats exceptionnels à l'examen d'État édition 2018-2019 ont bénéficié de ces programmes. Ils ont reçu chacun un certificat de mérite, un trophée de mérite, un ordinateur portable et une bourse d'études supérieures dans une université congolaise ou française. Ces programmes de promotion de l'excellence scolaire ambitionnent de contribuer à la création d'une élite congolaise par l'octroi d'au moins 1000 bourses d'études supérieures sur 5 ans en RDC, tout comme à l'étranger, aux élèves ayant réalisé de belles performances aux épreuves d'examen. Selon Mme Denise Nyakero Tshisekedi, présidente de cette fondation, ces boursiers seront tous accompagnés tout au long de leur cursus universitaire pour ceux d'entre eux qui auront la chance d'aller en France. C'est l'opérateur Campus France qui se chargera des lauréats boursiers dans le pays des Macron.
Il est important de signaler que cette cérémonie de remise de prix d'excellence a connu la participation du président de la République, Félix Tshisekedi, et de plusieurs personnalités publiques, chefs d'entreprise, mais aussi de membres du corps diplomatique. Tenez-vous debout avec toute humilité, relevez les défis de faire de ces pays dont béni des dieux, encore plus beau qu'avant. Je crois en vous, le pays croit en vous, ne nous décevez pas, a lancé Denise Nyakeru Tshisekedi. Je pris le courage de sortir de l'immobilisme et du conformisme pour aller dans une vaste aventure, celle d'imaginer une République démocratique du Congo où la jeune fille et la femme sont valorisées et contribue positivement à la transformation de notre patrie. C'est la brève synthèse de ma vision dénommée Plus forte. Hormis mes combats contre la drépanocytose et toutes les formes de violence basées sur le genre, dont vous avez sûrement connaissance, je me suis donné la lourde charge de poursuivre les objectifs stratégiques ci-après tels que déclinés dans ma vision. Premièrement, plaider après le gouvernement et des partenaires de l'éducation pour plus d'investissement en faveur de la jeune fille et son maintien dans le système éducatif. Deuxièmement, participer au renforcement du leadership des jeunes filles et des adolescentes en vue de leur permettre de réaliser leur potentiel. Troisièmement, soutenir les initiatives de réintégration des filles et femmes vulnérables hors circuit scolaire par une mise en place et réhabilitation des centres de récupération et formation professionnelle. Et en dernier lieu, encourager la formation des filles au STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Face aux implications et incidences du retour du FMI en RDC, le professeur constitutionnaliste André Mbata a, dans une tribune mardi 25 février, affirmé que le temps présent devrait d'abord être ceux de la pensée ou de la réflexion, sans laquelle il est impossible aux Congolais de bâtir un pays plus beau qu'avant. André Mbata a martelé que le développement du Congo est et restera d'abord l'œuvre des Congolais eux-mêmes et le fruit de leur génie collectif, prescrivant de s'imposer le devoir de revisiter les théories apprises principalement dans les universités étrangères, mais qui ne conviennent pas nécessairement au contexte de nos pays ou de nos économies. D'un bout à l'autre de sa tribune, André Mbata charge les économistes, affirmant qu'il est navrant de constater que le débat actuel en RDC tourne uniquement autour des questions politiques et juridiques, alors que la situation dans laquelle nous nous trouvons interpelle également les spécialistes de l'économie. Déclarant que comme universitaires, nous avons trop parlé du droit et de la politique, mais trop peu de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique, pourtant indispensables dans tous les domaines, y compris celui de l'économie. Il essaie cependant de comprendre que dans les pays du tiers-monde dont fait partie la RDC, la politique et le droit sont primordiaux et se situent en amont de l'économie. La politique élève des options pour lesquelles le droit établit des normes qui vont régir même l'économie. Et puisque nos pays sont sous l'impérialisme des USA et alliés, qui imposent les captations sur le plan diplomatique, économique et politique, qui sont tels que le conformisme au système dicté et des mises en lieu et place de la remise en question, il est difficile à nos économistes d'évoluer en dehors des principes établis par les USA et alliés. D'ailleurs, les USA et alliés mettent tous les États du monde qu'ils dominent sous tutelle économique des institutions de Bretton Woods. Celles-ci soumettent à leur tour les États dominés au programme d'ajustement structurel comme conditionnalité économique et les invitent à aménager leur environnement socio-économique conformément aux règles de marché et celles du néolibéralisme, d'après les sources critiques. S'il faut que nos économistes et les autres intellectuels congolais repensent nos modèles économiques suivant nos besoins de développement, il faut que la RDC se soustrait de l'influence des institutions de Bretton Woods, ce qui requiert du courage politique de la part des gouvernants et de la prise de conscience nationale, comme en ont fait preuve la Chine, l'Inde et les autres nations qui sont maintenant des puissances émergentes à part entière. L'on rappelle que s'étant rendu au siège du FMI à Washington durant son séjour américain le 5 avril 2009, que le raïs congolais avait convenu de la reprise de la coopération avec cette institution de Bretton Woods, une coopération suspendue depuis 2012. Avant André Mbata, Kabasou Babou
avait prescrit qu'il y ait au sommet de l'État une profonde réflexion stratégique assortie d'actions substantielles démontrant les deux buts de la réalisation de nos ambitions nationalistes de développement au regard des enjeux géopolitiques mondiaux. À Kinshasa, pas besoin en ce mois de février 2020 finissant d'aller nécessairement au grand marché public et aux magasins qui pullulent autour d'eux pour se rendre compte de la grogne sociale qui élit peu à peu domicile dans le mur congolais. L'inflation qui frappe de plein fouet le franc congolais est perceptible à sa parité avec le dollar américain. Il y a peu, il fallait entre 1600 francs et 1650 francs congolais pour un dollar américain. Maintenant, il faut entre 1700 et 1500 francs congolais selon l'échangeur de monnaie chez qui vont la plupart des Quinois pour un dollar américain. Étant donné que le prix des articles et autres biens de consommation courante suivent les fluctuations du taux d'échange, la hausse des prix de façon générale est observée sur les différents marchés de la mégalopole quinoise. Il suffit de se rendre dans tout le coin de la capitale, le long de ces rues et ruelles où les commerçants, petits vendeurs, vendeurs à la sauvette et ambulants proposent tout à leur clientèle pour se rendre compte de l'augmentation des prix des biens et produits de consommation quotidienne ou courante. Blocs de savon, boîtes d'allumettes, sachets ou mesures de sucre, la mesure du sel, les bols de riz, haricots, maïs et que savons-nous encore, ont vu leur prix revu à la hausse. Parallèlement, on n'a pas déjà assisté à l'accroissement des salaires des fonctionnaires de l'État, qui est le plus grand employeur en RDC, ce qui fait que la flambée des prix se répercute douloureusement sur le panier de la ménagère. Sur le bord des accusés, la reprise du programme avec le Fonds monétaire international, FMI en sigle, qui a imposé des conditions décriées comme antisociales. Les critiques s'en prennent à cette reprise qui n'est pas pour le bonheur des Congolais et qui a exigé la dévaluation du franc congolais. Au nombre de ces critiques, Kabassou Babou, libre penseur, écrivain et chercheur en gouvernologie. Pour ces penseurs congolais, le retour du FMI semble être porteur d'une malheureuse coïncidence. Subitement, on parle inflation, taux d'échange grimpant, flambée des prix, rétrécissement de la trésorerie, grogne sociale. Il affirme en plus que cette institution impose une gamme de restrictions et de conditionnalités qui rendent quasiment impossible la réponse expansive aux besoins des populations. Kabassou Babou a rafraîchi la mémoire des Congolais de la catastrophe sociale consécutive à la rigueur dictatoriale de Kengo Adondo au Zaïre dans les années 1980, rigueur prescrite par les FMI en tandem avec la Banque mondiale. Il a alerté sur les dictats insidieux du FMI avec ses repères structurels qui ne vont pas matérialiser le social que les Congolais attendent de l'actuel régime. Kabassou Babou a recommandé pour toute solution qu'il y ait une profonde réflexion stratégique assortie d'actions substantielles au sommet de l'État, démontrant les deux buts de la réalisation de nos ambitions nationales de développement au regard des enjeux géopolitiques mondiaux. Il a cité l'exemple de la gouvernance de Matata Ponyo qui, entre 2012 et 2014, alors que la RDC n'est pas en programme avec le FMI, qui a réalisé des performances économiques meilleures que celles de beaucoup de pays d'Afrique. En cette année dédiée à l'action, la prise en compte de cet avis qui va dans le sens de prioriser le peuple dans les choix stratégiques s'avère fondamentale pour éviter une grogne sociale plus grande, alors que des grèves des opérateurs de plus d'un secteur de vie nationale s'annoncent pour bientôt, souhait de plusieurs Congolais dans l'anonymat. Nous sommes au site de Tchibassa, sous la rivière Lubilangi, dans le territoire de Lupatapata, dans le Kasaï oriental. Sur la rivière Mbujimaï sera construite dans le tout prochain jour une centrale hydroélectrique. Un ouvrage qui sera financé par le Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Ce projet se définit dans le plan d'action prioritaire du FPI, suivant les orientations du programme du gouvernement. La première phase du projet a été lancée. Elle constitue à la collecte de données utiles et approfondies afin de mener une étude de faisabilité détaillée. Pour ce faire, une mission conjointe des experts du FPI et de la firme Kosovar Grand International Group est sur le terrain. Jour après jour, ils mènent des études bathymétriques afin d'en déterminer la topographie et dégager les potentialités de la future centrale hydroélectrique de Tchibassa. François Puila, directeur adjoint aux études au FPI, conduit cette mission de prospection. Nous sommes dans la phase de collecte des données. Les données doivent être analysées pour qu'on puisse nous donner des indications claires et certaines. À ce stade, on ne peut pas dire, présager sur ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, ils cherchent à maîtriser
la vitesse pour qu'ils conseillent avec quel type de matériaux on doit faire le génie civil de la centrale et quelle est l'inclinaison. Tous ces éléments sortiront des rapports sur leur étude technique approfondie. Bien évidemment, cette étude sera suivie d'une autre qui va concerner le transport et la distribution vers la ville de Mbujimayi et de ses environs, en l'occurrence la ferme de Daipen Lukelenge, réhabilitée par le FPI dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Daipen Lukelenge produit déjà des poulets de chair et d'œufs. Sa réhabilitation devra développer une constellation d'activités dans les environs et pour y parvenir, il va falloir disposer de l'énergie électrique suffisante. La raison d'être de la centrale hydroélectrique de Tchibassa. Les perspectives sont plutôt bonnes pour la fin prochaine de l'épidémie d'Ebola à l'est de la RDC. Jusqu'à mardi 25 février, aucun nouveau cas n'a été enregistré, quoique 453 cas suspects soient en observation. Conséquence, l'épidémie de la maladie est désormais réduite à la seule zone de santé de Beni dans le Nord Kivu. L'optimisme naissait déjà depuis janvier vu la bonne évolution de la lutte. C'est ce qui a poussé ces secrétaires techniques du comité multisectoriel de la lutte anti-Ebola à annoncer la fin de l'épidémie pour fin mars 2020 en indexant le paramètre sécuritaire. Mais cette épidémie d'Ebola étant toujours qualifiée d'urgence sanitaire internationale par l'OMS et ses experts jusqu'à ce premier quinzaine du mois de février, ce malgré les avancées de la riposte. Il faut par ailleurs noter que l'OMS garde une certaine prudence dans ses prévisions étant donné l'insécurité et les autres obstacles. Pas de reprise des cours lundi 24 février 2020 à l'université de Kinshasa. Les cours n'ont pas commencé, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. Certains auditoires n'ont pas été ouverts, d'autres qui ont été ouverts n'ont pas reçu d'enseignants. Après les manifestations estudiantines de lundi 6 et du mardi 7 février dernier, le gouvernement avait annoncé la suspension de toutes les activités sur les sites universitaires. Le temps d'identifier les vrais étudiants à reloger dans le home du campus universitaire. Par la suite, date du 24 février sera annoncée comme celle de la reprise des cours. Mais 2 jours avant cette date, l'association de professeurs de l'UNIKIN, qui avait auparavant suspendu son mouvement de grève pour des revendications salariales, s'est réunie pour évaluer cette matière. C'est alors que les professeurs ont dénoncé le non-respect par le gouvernement de ses propres engagements en ce qui concerne leur salaire auto-budgétaire. À l'issue d'une réunion, c'est même lundi, au bâtiment administratif entre le secrétaire général académique et les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de changement de mentalité et quelques professeurs de l'UNIKIN. Certains enseignants sont tombés d'accord pour enseigner après une ronde dans les auditoires ouverts. Incroyable mais vrai, la population du quartier Kintsukan Pêcheur dans la commune de Ngaliema, Kinshasa, n'est pas alimentée en eau potable de la régie des eaux depuis 10 ans. Une situation incompréhensible pour une grande capitale comme Kinshasa. Chaque jour, hommes, femmes et enfants de cette partie de la capitale sont obligés de parcourir plusieurs mètres à pied pour s'approvisionner en eau, souvent hélas, une eau dont la qualité laisse à désirer. Au micro de l'émission La Base parle sur BSC TV, les habitants de ce coin de la capitale ont lancé un cri de détresse aux autorités. eloko ya liboso penza bato bakoko tiela bato na quartier batiela biso mai na quartier po ate tozala malamu tozo vivre na passe mai ezate mbele tobokeli bakonzi na biso bango biso de tofutaki bango bakonzi baza bakonzi na biso il y a pas un mokonzi sa population comme biso l'entité il y a pas mokonzi sa base donc biso dali base ya bakonzi batela biso likambo oyo tala banda kuza ebele banda komine ezali a. L'urgence s'impose donc à la régie des distributions d'eau, elle qui est censée approvisionner chaque ménage du pays en eau potable pour faire les nécessaires pour que l'eau coule de robinet des habitants
des Kinsuka pêcheurs. Coupure du ruban symbolique et la bibliothèque publique du Carrefour Congo Culture est ouverte. À son inauguration, chercheurs, étudiants, élèves et autres catégories ont visité cet espace du savoir. Ce nouveau centre culturel propose à lire des romans, les ouvrages des sciences sociales, de l'histoire du Congo, de la culture générale et la littérature française répartie en compartiments. Beaucoup lire pour améliorer son écriture, c'est la raison première de ce service. Nous avons commencé aujourd'hui par une dictée, un peu par ironie en fait, pour jouer un peu. Il y avait un côté ludique de cette dictée pour montrer qu'il y a certains mots, on les écrit mal parce qu'on ne les a jamais rencontrés. Rencontrer un mot, c'est aller les chercher et les mots ne vivent pas n'importe où, ils vivent dans le livre. Et donc, nous incitons donc à la lecture, nous voulons que les gens lisent, qu'ils écrivent, qu'ils éparpillent leurs connaissances, parce que c'est comme ça qu'une société peut se promouvoir. La culture de la lecture, c'est le socle du développement car la production dans tous les secteurs émane de la pensée qui ressort du savoir. Pour produire, il faut de la pensée, il faut penser la production. Et donc, au commencement était la culture. Et le développement est un état d'esprit, est une vision, est une projection, est une invention. Il faut inventer la vie autrement que celle que nous avons trouvée dans la nature. Donc, à la nature qu'on a trouvée et qui s'impose à nous, il faudra développer de la culture qui essaie de corriger la nature pour que nous puissions tirer de la nature le plus de choses possibles qui nous facilitent la vie. L'inauguration de cette bibliothèque a coïncidé avec la 19e édition des Jeux d'échecs, jeux où la rivalité est une loi et la victoire une règle. Cette initiative a touché les personnes de bonne volonté. Elles avaient apporté chacune 2 ouvrages pour enrichir la bibliothèque. Le très célèbre sculpteur congolais André Loufoua Mawidi est mort lundi 13 janvier 2019 sous le coup de 17h15 à HJ Hospital situé à Kinshasa-Limité. La triste nouvelle a été donnée par la famille de l'illustre disparu. Un grand baobab vient donc de tomber en République démocratique du Congo. De son vivant, l'artiste André Loufoua Mawidi a réalisé plusieurs œuvres dont la célèbre et les batteurs de tam-tam placés à l'entrée principale de la foire internationale de Kinshasa, Fikine. Mais hélas, il n'a pas obtenu gain de cause. L'on se rappellera que de son vivant, André Loufoua avait lancé un cri de détresse au chef de l'État en ces termes: « Je demande au président de s'impliquer personnellement afin que je perçoive mes droits ». Le sculpteur Loufoua avait également réclamé ses droits d'auteur auprès de la société congolaise de droits d'auteur et droits voisins Sokoda. André Loufoua Mawidi, né dans le Congo central en 1924, était sculpteur de la République démocratique du Congo. Il est notamment connu pour la statue du batteur de tam-tam de la Fikine à Kinshasa. André Loufoua était diplômé en sculpture en 1951 à l'école Saint-Luc de Kinshasa, actuelle Académie de Beaux-Arts. Merci à tous d'être avec nous pour suivre cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Pour restituer des missions d'une semaine auprès des institutions de la RDC, Mauricio Villafuerte, conseiller au département Afrique du FMI, a rencontré le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président de la RDC et la délégation du FMI ont pris la balle au bon pour aussi examiner les défis pour la mise en œuvre du plan économique du gouvernement congolais. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a mis le cap sur Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, sa province d'origine. Ce après le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et les Maniema. À Lissala, elle a eu droit à un accueil délirant de la part d'une nombreuse foule en liesse. C'était la première fois que Janine Mabunda foulait le sol de sa province d'origine en qualité de la 2e personnalité du pays. Enfin, lancement de l'atelier national de validation du document de politique de stratégies industrielles de la RDC au fleuve Congo Hôtel. C'est là que Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a présidé les assises quant à ce. Le patron de l'industrie congolaise a fait savoir que les travaux aboutiront à mettre en place une politique industrielle nationale. Cette édition rétrospective est terminée. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI,
font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.